avoir vu en haut une lumière dans laquelle ils entraient, avoir senti de manière très forte une énergie, avoir été en paix et en tranquillité. Tout ceci donc qui étonne, fait douter les plus grands savants occidentaux. Ça fait des milliers d'années que les Africains l'ont décrit. Il faut que les Africains renouent avec leur connaissance du rôle de la vie, de la mort et du rôle du mort. Quand on vénère l'ancêtre mort, donc, on honore en réalité l'énergie du Créateur donnée au commencement, qui lui a permis de voir le jour et qui lui servit après la mort. L'ancêtre mort est un intermédiaire entre le Créateur et les vivants. Il est la principale voie de transmission des messages des vivants au Créateur. Voilà. Donc nous avons suivi l'intelligence. L'être humain noir est un homme béni du Créateur tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Il a mis l'eau, il a tout mis sur terre. Mais les dictateurs, pour eux en Afrique, le peuple noir ne doivent pas avoir de l'eau dans les robinets. Au XXIe siècle, pas d'eau. Il y a des familles au Congo qui ouvrent les robinets, il n'y a pas d'eau. Et les enfants frappent les robinets. Parce que les dictateurs, pour eux, pas d'eau pour le peuple africain. Les dictateurs sont la menace du peuple noir. Les dictateurs, ils n'aiment pas voir le peuple heureux. Ils veulent voir le peuple abruti. L'alcool, vous verrez, dans pas mal de pays d'Afrique, l'alcool est vendu très moins cher. Parce que il faut rendre ce peuple malade. Il faut abrutir ce peuple totalement avec l'alcool. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Et les dictateurs, quand ils passent dans leur voiture, où est-ce qu'ils se prennent pour des maîtres créateurs? Ils regardent le peuple et ils disent, voici nos antilopes, voici nos lapins. Demain, nous allons envoyer nos ennemis, nos troupes des chiens pour tirer sur eux. Et qu'est-ce qui se passe? On tire sur le peuple noir, comme des lapins, comme des sangliers. Et toute la communauté internationale, soi-disant, pays de droits de l'homme, comme à Paris, liberté, égalité, fraternité. On vous dit pays de droits de l'homme. Grandement faux. Si la France était pays de droits de l'homme, pourquoi ils ont laissé tant de migrants dormir dehors et les laissent jusqu'aujourd'hui dehors? Si la France était un pays de droits de l'homme, comment ça se fait que la France laisse des propres citoyens français, des travailleurs pauvres? Ils travaillent, mais ils n'ont pas de toit. Ils vivent dans les rues. Et quand l'hiver arrive, ils font quoi? Ils vont voir des médecins dans des hôpitaux pour qu'on leur donne une chambre pour poser leur tête avec leurs 2 enfants. C'est honteux. Et on dit la France, liberté, égalité, fraternité. Grandement faux. La France devrait changer, mettre la France spécialiste dans les meurtres en Afrique, spécialiste dans le vol. Parce qu'ils ont les gènes spécialistes dans le vol, spécialistes dans les génocides en Afrique. La France, pays de droits de l'homme, on laissait faire le carnage en RDC. Aujourd'hui, nous allons à plus de 20 millions de morts. Plus de. C'était avant
10 millions de femmes violentées sexuellement. Maintenant, nous allons aller à 15 à 16 millions de viols. Parce que chaque jour, on viole en RDC. Oui, on viole des femmes, on viole des jeunes filles, on viole des bébés. Oui, ils violent des bébés maintenant de 2, 5 ans, 6 ans. Docteur Mukwege a opéré un bébé où il avait des larmes. Et les Occidentaux, est-ce qu'ils ont un cœur? Est-ce qu'ils aiment réellement le peuple Congo? Nous devons sortir de l'imbécilité. Alors nous allons suivre d'autres qui vont nous parler de la religion. Nous allons suivre. Hein? Voilà, c'est parti. Ici, nous sommes dans le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. Pour que le peuple noir, qui était aliéné avec la Bible, car la Bible, c'est pas Dieu. La Bible n'est que la parole. Mais l'homme blanc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essuyé la connaissance de l'intelligence de l'homme noir. L'homme noir est devenu plus idiot. C'est-à-dire, quand au Congo RDC, il voyait les Rwandais Tutsis venir avec des machettes. Les femmes, les hommes, les enfants ouvrent la Bible et appellent Dieu. Ils oublient que Dieu est en eux. Dieu leur a donné la connaissance de se défendre. Est-ce qu'ils se défendent? Non. Ils acceptent que les Rwandais Tutsis les découpent. Parce que la parole que les missionnaires ont mis dans leur cerveau, c'est accepter de mourir car vous irez au royaume des cieux. Qu'est-ce qui prouve qu'ils iront au royaume des cieux? Parce qu'un être humain créé par Dieu, toi le premier être humain noir que Dieu a créé dans le monde, tu acceptes qu'on te coupe avec la machette? Mais c'est que ce que tu as oublié le donner de la connaissance de Dieu. Oui, oui. Est-ce que Vincent Bolloré lit la Bible? Est-ce que Bill Gates lit la Bible? Est-ce que tous les grands multinationales assassins lisent la Bible? Est-ce que Total, le PDG de Total, connaît-il la Bible? La Bible écrite par l'homme blanc? Non. Il connaît les documents bien spécialisés, comment faire pour voler immensement le pétrole en Afrique. Est-ce que le PDG de Areva, il connaît la Bible? Non. Il connaît comment faire pour spécialement voler les minéraux en Afrique, l'uranium. Et c'est ce qui fait qu'en Europe, aux États-Unis, ils ont la lumière 24 heures sur 24. Il y a l'électricité à gogo. En Afrique, les enfants n'ont pas d'électricité. Hein. Quand il s'agit d'étudier, il faut aller à côté du Parlement. L'Assemblée nationale. Les enfants sont assis à côté où il y a des lampadaires. Parce qu'à l'Assemblée nationale, qui n'est que l'Assemblée du chemin de la mort, là-bas, il y a l'électricité. Mais le peuple africain eux-mêmes, dans leur propre maison, il n'y a rien. Et vous verrez en Afrique au XXIe siècle, l'Afrique, le continent immensement riche, vous verrez, il y a pas mal de maisons en planches, en tôle. Parce que pour les dictateurs, pas des maisons en briques pour le peuple. Ils doivent vivre dans des maisons en tôle et en plancher parce que ce sont des sangliers, des lapins, des moutons. Voilà pourquoi ils tirent sur le peuple africain. Ils les tuent. Et en RDC, Hippolyte Kanambe, le Rwandais Tutsi spécialiste, tueur du peuple Congo, avec la traîtrise des Congolais bantous qui vendent leurs propres frères pour le fric. Parce que 100 $, 200 $, 300 $, ils sont contents. Et ils mettent les costumes et ils se mettent à draguer toutes les jeunes filles et pour eux, ils ont réussi. Très triste. Nous allons suivre ce qu'ils disent par rapport à la religion. C'est parti.
Nous sommes dans le chemin de la vérité. Voilà pourquoi les Occidentaux, quand ils me voient, moi, le tiers africain, ils tremblent. Ils tremblent, tous ils tremblent, parce qu'ils disent, celui-là, il est trop intelligent, il va ouvrir la conscience des gens. Voilà pourquoi Sassou 666 a demandé 8%. Il a demandé à Emmanuel Macron, arrêtez le tiers. Arrêtez le tiers. Mettez-le en cellule, après vous me l'envoyez. Mais Sassou, détrompe-toi, tu n'auras rien de moi. Tu n'auras rien. Alors, nous allons suivre. Voilà. Bienvenue dans le direct de la connaissance. Le direct de la connaissance pour que l'être humain puisse sortir du gouffre de mensonges de l'homme blanc. Car l'homme blanc a tué beaucoup la connaissance de l'homme noir. Parce que pour eux, voir l'être humain noir, idiot, ils adorent. Ils adorent voir l'être humain noir et idiot. Mais quand ils voient des noirs, bam, très intelligents, l'homme blanc a peur. Oui, il a peur. Parce que l'homme blanc n'aime pas voir ceux qui ont la connaissance. Quand je dis l'homme blanc, je ne parle pas des hommes blancs petits dans la société. Je parle des députés de l'Assemblée nationale, députés du Sénat, et je parle des présidents de la République. Oui, nous allons suivre. C'est parti. La connaissance. Allah ne te connaît pas. Nous prenons en droit la religion africaine, les religions ancestrales, en fait, que chacun de nous peut reconnaître autour de lui dans sa culture, dans le milieu traditionnel local. Donc, alors, quelle est la meilleure religion d'entre les trois? Une religion qui exclut, qui tue, qui violente, ou alors une religion qui concilie et qui partage? Bien, entre les trois, il faut situer les courants philosophiques asiatiques, n'est-ce pas, qui se sont fermés à un moment donné et qui ont été à l'origine de l'explosion, n'est-ce pas, de ces parties du globe. Donc, alors, quelle est la meilleure religion dans cet univers? Ce qu'on peut dire, pierre naturelle. Mais ça veut dire que cette religion a fonction d'intercession. Elle a fonction d'intercession. Les intercesseurs, ce sont les esprits. Et vous verrez que quand les traditionalistes font le rituel, ils s'adressent à ces intermédiaires pour qu'ils portent la nouvelle acquis de droit. Donc, il y a une certaine hiérarchie, mais une hiérarchie plus abordable que la hiérarchie très lointaine et très verticale des grands monothéismes. Alors, je pense que vraiment ce débat il est très intéressant parce qu'on se rend donc compte que les religions sont différentes. Il y a d'un côté, vous-même vous l'avez dit, il y a des religions qui prétendent qu'on peut parler avec Dieu. Et il y a des religions qui disent que c'est le communautarisme qui est la voie la meilleure. Alors, entre les deux, on trouve très bien donc que c'est des catégories anthropologiques de la pensée. C'est-à-dire qu'en rien, on ne peut dire que la culture ou la pensée africaine ressemble à la culture ou la pensée des autres. En revanche, je suis d'accord avec vous que l'idée de la rationalité, parce qu'il s'agit d'une idée de la rationalité, n'est conforme qu'à la logique raisonnante. Ça veut dire simplement que toutes les cultures partent de ce qu'elles ont pour réfléchir sur la modernité. Première des choses. Deuxième des choses, il faut remarquer que les messies sont nés chez les peuples violents. Pourquoi l'Asie n'a pas eu de messie? Pourquoi l'Afrique n'a pas eu de messie? Parce que précisément la théorie de l'amour en Afrique est totalement incluse dans les institutions politiques
de partage. On va ensemble à la chasse, on va ensemble à la pêche. Pourquoi voulez-vous que les gens appellent des messies pour les sauver? Le messie vient sauver des gens qui sont partout où la violence est de l'ordre de l'histoire, au sens de Hegel. Ensuite, pour terminer, et c'est ça qui est très important, il faut se méfier des catégories cartésianistes qui ont empêché la rationalité. Si elle est une, elle n'est une que dans la manière de raisonner. Mais c'est chaque culture qui porte sa rationalité pour en faire l'idéal d'être. En cela, l'Occident a profité et a bénéficié de son modèle expansionniste pour obliger toute la planète à croire à son Dieu, à croire à son droit, à croire à son économie, quitte à ce qu'elle vous mette en esclavage, quitte à ce qu'elle vous décime. Et de l'autre côté, vous avez des civilisations extrêmement civilisées dont l'enjeu, ce n'est pas la domination de l'autre. En cela, il faut très bien dissocier les institutions politiques occidentales et la philosophie occidentale de la philosophie africaine et des institutions africaines. Je termine pour dire simplement que la violence de l'histoire commence lorsque l'islam se met en Afrique. Ça n'a pas existé, la violence au sens où on l'entend aujourd'hui. Les problématiques de Chaka Zulu ou par exemple, j'allais dire Adamou, Moussa ou les autres, c'était du fait que l'Afrique a eu la greffe d'une civilisation et d'une pensée qui n'était pas la sienne. Et il faut très bien comprendre le sens de l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Je termine par là, M. Mounundjana. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Oui, allez-y. Ézéchiel Falele. Oui. Il dit qu'il est très choqué quand on dit que l'Afrique n'était pas violente. Ah, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est pour ça que l'Afrique a été violente, mais il faut mettre des parenthèses historiques. Il faut mettre des parenthèses historiques. La violence de la pensée africaine commence avec l'Égypte lorsque les Hyksos se permettent chaque fois de l'attaquer. C'est à ce moment que Ramsès II prend sur lui pour la première fois de faire le premier colonialisme noir de l'époque. Deuxièmement, l'autre violence intervient au Moyen-Âge. Il faut très bien comprendre pourquoi. Lorsque les peuples islamiques s'emparent d'une religion qui est la religion arabe, souhaitable pour leur conscience idéologique de domination, qui vient précisément de ce qu'ils sont déjà alertes à la propriété privée contre la propriété collective de l'Afrique ancestrale. C'est-à-dire que la propriété privée est... Voilà. Excusez-moi, hein, c'est la publicité. Toujours c'est comme ça. Quand il y a des bonnes choses, ils viennent toujours nous mettre les publicités à la con. Est-ce que nous avons besoin de leur publicité à la con? Non, on n'a pas besoin. On a besoin de suivre ce qui va réveiller le peuple africain. Parce que l'heure, elle est grave en Afrique. Mais eux, ils font quoi? Ils viennent nous mettre les publicités à la con. Ils y ont trouvé un ferment de la révolution, je m'excuse. Et enfin, l'Afrique devient violente au moment où Chaka Zulu ou quelqu'un d'autre, je crois, dans le monde moderne, avec le Rwanda et le Burundi, viennent de ce qu'il y a une greffe de civilisation. S'il y a eu violence en Afrique, je termine par là, elle n'a jamais été durable et permanente. L'Afrique a toujours géré de manière consensuelle les zones de mort d'homme. Chaque fois qu'il y a eu mort d'homme en Afrique, une ou deux personnes, eh bien, on s'arrangeait pour arrêter la guerre. Maintenant, il ne faut pas généraliser les choses. Quand on regarde, à mon avis, quand on veut raisonner, il faut raisonner sur les institutions et non sur les accidents de l'histoire. En cela, si nous raisonnons sur les institutions, on voit très bien que les institutions dominantes pérennisent la violence et qu'en Afrique, les institutions ne pérennisent pas la violence. Maintenant qu'il y a eu accident dans l'histoire et violence, je n'en disconviens pas. Voilà, professeur Sindou, oui, j'ai une petite préoccupation par une attitude africaine. Moi, j'ai lu... c'est ce que je voulais dire. Voilà. Qui, dans les contemplations, qui demande aux arbres, vous, arbres de la forêt, avez-vous une âme? Bon, il est interrogatif alors. Oui. Et c'est vrai que ces arbres ont une âme, hein. Attention, la physique quantique aujourd'hui, la physique quantique prétend que l'électron a une pensée. Il faut très bien se rendre à l'évidence que cette physique est en train de se faire et qui dit désormais que l'invisible participe de la réalité rationnelle.
Il faut se méfier. Parce qu'aujourd'hui que l'Occident est capable, avec des lunettes extrêmement pointues, d'observer les déplacements des électrons, on sait aujourd'hui comment ça fonctionne. Il y a l'expérience qu'on appelle l'expérience d'Aspect, qui vous dit que deux électrons qui sont séparés de milliards d'années, dès qu'on les met dans un même environnement, ces électrons se reconnaissent. D'où le fait que Einstein, la vérité d'Einstein, la théorie d'Einstein ne marche plus. Einstein parlait d'une vitesse limite de la lumière, et aujourd'hui on se rend compte que, ma foi, la télépathie entre en science. C'est-à-dire que désormais, l'électron a une âme. Et il faut très bien comprendre ce qui se passe dans la pensée africaine. Elle est très avancée. Elle fait partie de la théorie la plus avancée de notre histoire. C'est parce que les Africains ne s'en préoccupent pas. Et si nous nous en préoccupions, nous y trouverions les pierres d'achoppement de la vérité historique sur nous-mêmes et sur l'humanité. Je veux dire, il faut se garder de simplifier cette affaire parce que nous sommes dans un monde où les autres nous bousillent à la première idée. Ils nous mettent en esclavage à la première idée. Je suis d'accord de relativement beaucoup de philosophie d'ailleurs, mais nous avons le devoir de catégoriser la pensée parce que c'est cette catégorisation de la pensée qui est de l'ordre de l'histoire. Les Arabes, les Arabes. On ne peut pas fixer parce que la pensée correspond à la manière de connaître le monde. Et en tant qu'elle correspond à la manière de connaître le monde, lorsque le monde lui-même change, ou lorsque les instruments changent, il y a une stabilité structurelle. Oui, la stabilité, c'est au niveau de la pensée rationnelle qui veut connaître. C'est là la stabilité. Mais au niveau des instruments, au niveau de la connaissance, les données changent. Ah non, ne croyez pas. Si vous lisez Lévi-Strauss, Lévi-Strauss vous dit que les mythes sont éternels. Oui, mais on ne peut pas adhérer aux thèses de Lévi-Strauss, puisque lui-même, dans l'homme nu, pense, écoutez, excusez-moi un peu, dans l'homme nu, Lévi-Strauss pense que les mythologies sont moins bien, sont des outils moins pertinents que la science. Ah non, c'est pas vrai ça. Oui, mais dans l'homme nu, il affirme tout à fait de façon pertinente que le mythe ne peut pas correspondre à la pertinence de la matière. Il faudrait quand même remettre de l'ordre dans l'histoire de la connaissance. Il est évident que c'est en rompant avec le mode mythologique que nous avons quand même accompli quelques progrès matériellement visibles. On ne peut pas nier cela. Et on ne peut pas donc dire que l'idéal est de retourner vers les mythes dont nous sommes partis. Nous avons dépassé, et c'est le dépassement qui nous a permis d'arriver au stade où nous nous trouvons aujourd'hui. Je ne dis pas que nous revenions. Écoutez très bien, je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Ce que je veux dire, c'est que les mythes de l'Égypte pharaonique depuis 5000 ans sont porteurs de la théorie avancée de notre temps. C'est en cela que je dis, et ce n'est que pour cette raison que je dis qu'il faille les retrouver, pour la simple raison que elles sont encore pertinentes pour la science d'aujourd'hui. La théorie mathématique des chaos, la théorie de René Thom, la théorie de Ilya Prigogine, la théorie des structures dissipatives, la logique du vivant, vous voyez aujourd'hui la planète. Dans tous les domaines, il est presque clair et affirmé, si nous en tenons compte, du fait que cette pensée était performante. L'enjeu aujourd'hui, c'est le fait que nous soyons amarrés à une connaissance cognitive, cartésienne, qui nous vient de l'Occident et qui en Occident même n'a plus de place. Non, pas de cartes en tout cas. Aujourd'hui, pas de cartes en tout cas. Si je veux dire que il y a des cartes, il y a le positivisme, il y a des formes de pensée complexes. Le postmodernisme, mais le cartésianisme n'a pas disparu. Ah non, c'est foutu, le cartésianisme. Non, il faut la complexité. De toute façon, on va revenir à ce débat tout à l'heure. La complexité n'est qu'un aspect récent. Ah non, c'est le déplacement du cartésianisme. Non, aucunement. Sinon, oui. Sinon, ça c'est sûr. D'abord, je veux faire une remarque à mon ami qui me dit que à quel état nous sommes là. Si nous n'avions pas dépassé le mythe, nous ne serons pas là où nous sommes. Je lui dis, là où nous sommes, le monde est devenu extrêmement violent. Extrêmement violent, d'une rare violence. Quand nous lisons l'histoire, il n'y a pas une période aussi violente que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En dehors de séisme, le monde est extraordinairement violent. Ça n'a rien à voir avec Descartes.
Bien entendu, je vais demander, non, on m'a demandé, parce que Descartes dit, va et dormir, il dit, l'espace du tiers exclu. Il dit d'abord, l'homme doit être maître et possesseur. Nous avons un objectif pédagogique opérationnel que nous n'avons pas encore clairement défini. Et j'ai auprès de moi des experts qui dirigent des thèses. J'espère qu'à la fin, ils vont bien nous noter. Alors, qui est l'avant-gardiste parmi nous ici? Est-ce qu'il y a un pôle d'orientation pour l'Afrique dans le débat que nous sommes en train de tenir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une torche qui éclaire l'horizon pour l'Afrique? Si oui, elle est laquelle dans les positions différentes que nous défendons ici? Eh bien, moi, je commence pour dire les limites du modèle dominant dans tous les domaines. C'est-à-dire que l'Occident n'est plus capable, par sa philosophie, par sa manière d'être, par ses enjeux, même mathématiques, n'est plus capable de prédire ce que c'est que demain. Et mieux que cela, n'est pas capable de faire en sorte que l'humanité, plongée dans le pétrole aujourd'hui, s'en sorte. Tous ces modèles économiques sont fondés sur la domination de l'homme par l'homme, de l'homme sur la nature, de l'homme sur les animaux, etc. Il est donc question aujourd'hui de reposer la problématique. Quelle va être la science ou la métascience qui va permettre enfin à cette humanité de se réconcilier non seulement avec elle-même, mais avec cette nature? C'est ça l'enjeu. Or, on voit très bien que le monde arabe s'éveille. Il va bouffer l'Occident bientôt parce qu'il se rappelle ce que la guerre des croisades a donné. Le monde asiatique n'est plus capable de supporter l'hégémonie de l'Occident. Et c'est la raison pour laquelle l'entrée en Chine, en Afrique, devient extrêmement pernicieux pour l'Occident, en particulier la France. L'Afrique va être désormais le terrain des enjeux, non seulement miniers et des ressources naturelles, mais en plus de la nouvelle quête de la domination de l'homme par l'homme. Méfions-nous des attitudes qui ont voulu que hier, nous refassions les problématiques de l'Occident dans sa manière de fonctionner et que nous sommes incapables d'assumer. Il est temps de nous reposer la question suivante. Vers où va la théorie avancer, la pensée avancer de notre temps? Les professeurs occidentaux sont là, ils donnent des solutions. Il n'y a pas que Mourin, il y a les Ziegler, il y a les Pasteur, il y a les René Thom, il y a les Nia Prigogine. Tous les prix Nobel fonctionnent sur l'enjeu de qu'est-ce que va devenir la planète demain. Et en cela, la pensée africaine est tout à fait pertinente. Elle donne des réponses à chaque circonstance historique. Maintenant, il s'agit pour nous de nous réapproprier cette pensée, de lui faire une herméneutique rationnelle. C'est-à-dire que nous serons capables de redécouvrir à travers les symboles ancestraux. Pour ça, nous passons le temps. Voilà. Donc la connaissance triomphera. À partir de la connaissance, l'être humain noir va sortir de l'aliénation. L'aliénation que l'homme missionnaire occidentaux a été envoyé en Afrique pour essuyer le tableau de l'intelligence de l'homme noir créé par Dieu en premier. Et les missionnaires ont réussi leur mission par rapport à quoi? La Bible. Avec la Bible, ils ont essuyé toute la connaissance de l'homme noir, qui sait que Dieu existe, que Dieu lui a donné la vie. Mais l'homme noir aujourd'hui, il n'a plus de repères à cause de la Bible. La Bible, oui, la Bible c'est les écrits spirituels, oui. Mais est-ce que l'homme blanc qui écrit cela, est-ce qu'il les respecte? Non. L'homme blanc connaît la violence. L'homme blanc spécialiste dans les vols des minéraux en RDC. Spécialiste dans les vols des minéraux au Gabon. Ils sont spécialistes et au Congo-Brazza et ailleurs. Nous allons suivre, la vérité triomphera. Voilà. Excusez-moi un instant.
Wait. L'Afrique moderne compte plus de 40 États, dont la plupart possèdent une grande variété de cultures et de religions. Des observateurs ont estimé qu'environ 1000 langages différents sont parlés sur ce grand continent. On peut remonter jusqu'à l'origine de bon nombre de ces particularités à travers la longue histoire et l'extraordinaire diversité géographique de l'Afrique. Il y a 4 principaux déserts en Afrique. Le désert du Kalahari au sud-ouest, le désert de Libye au nord, le désert de Nubie au nord-est et le Sahara qui s'étend du Nil à l'est jusqu'à l'océan Atlantique à l'ouest. Le sol Sahara couvre environ 9 millions de kilomètres carrés, soit un peu moins que le tiers de la superficie de l'Afrique. Beaucoup de nomades et de tribus itinérantes ont subsisté dans ces régions désolées. L'Afrique est aussi le pays de la jungle et on y trouve également de grandes étendues de terre et de montagnes majestueuses. De nombreuses rivières serpentent et jaillissent de ces reliefs variés. Le plus long fleuve d'Afrique, en fait le plus long fleuve du monde, est le Nil, qui s'écoule du lac Victoria jusqu'à la Méditerranée, sur une longueur de plus de 6000 km. Sur les bords de ce fleuve, les pharaons ont construit leurs tombes. On dit que Moïse fut sauvé des eaux de ce fleuve. La civilisation africaine a longtemps été façonnée par de grandes migrations humaines, déferlant vers ce fleuve et provenant de divers continents et de cultures différentes. La civilisation africaine est un assortiment de sociétés modelées par un nombre impressionnant d'influences variées. Les rites ont tendance à être sensuels. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, tous les sens contribuent à relier le monde spirituel des dieux et des esprits des ancêtres à celui du monde social des fidèles de la tradition. Les masques et les vêtements spéciaux, les herbes et la nourriture, les danses et les sacrifices, les cris, les chants et les mots extatiques ont tous une fonction importante dans les religions traditionnelles africaines. L'Afrique est un pays ou continent si diversifié que déterminer une religion particulière de l'Afrique est un tant soit peu difficile, à moins de parler d'Olodumare, qui est le dieu ou l'être suprême pour la plupart des Africains. Cependant, ce terme peut être utilisé de différentes manières et peut avoir une signification divergente suivant les dialectes et se différencier du sens que l'ethnie Yoruba lui attribue. Il y a beaucoup de sous-religions dérivées de la religion africaine. Par conséquent, l'Afrique et la religion ne forment pas un tout et ne peuvent se décrire comme on pourrait dépeindre l'harmonie du dimanche matin, mais plutôt comme la diversité des jours de la semaine. Et chaque groupe pourrait vénérer une divinité particulière un certain jour, et peut-être pourrait-on y ajouter une influence de type ancestral. À travers les rites dramatiques des fêtes ou du culte, les esprits et les dieux pénètrent le corps des fidèles et se personnifient. Dans leur personnification, les esprits les sermonnent et les guident sur la piété, aussi bien que sur les problèmes économiques. Quelquefois aussi, ils peuvent leur nuire. Les mouvements séparatistes africains avaient à l'origine amorcé leur développement en convertissant au christianisme ou à l'islam. Mais le récent renouveau des religions traditionnelles africaines est différent. Ils tentent de redécouvrir ou de réaffirmer les pratiques traditionnelles africaines après des siècles de domination chrétienne et musulmane. Certaines religions africaines traditionnelles ont, dans le passé, pris la forme de sociétés secrètes. Aujourd'hui, ces sociétés secrètes sont devenues un nouvel élément des mouvements néo-traditionnels de l'Afrique. Aujourd'hui, on dit souvent que les mythes construisent le monde. Particulièrement pour les traditionalistes africains, les mythes sont exceptionnels. Ces légendes exemplaires sont toutes chargées d'une signification morale et sacrée. Certains mythes africains
s'adresse à la conduite morale en expliquant pourquoi certaines pratiques doivent être exécutées d'une manière ou d'une autre. D'autres mythes rapprochent les valeurs et les attitudes traditionnelles morales de la réalité des expériences traditionnelles africaines. Les mythes et le folklore, ainsi que les autres traditions artistiques orales, comme les mystères et les proverbes, ont une fonction sociale, donner une signification transcendante à la vie de tous les jours. Malgré des générations de contacts avec d'autres religions dominantes, les Yoruba ont réussi à préserver les mythes traditionnels au centre de leurs pratiques religieuses. On constate qu'un grand nombre de Yoruba habitent au Niger, mais ils occupent aussi des régions allant du Bénin au fleuve Niger. Les Yoruba ne sont pas seulement une tribu, ils furent à une époque une civilisation florissante basée sur l'agriculture et l'industrie. La religion Yoruba est souvent associée au polythéisme, mais une telle association est une mauvaise interprétation de la nature de la religion Yoruba, de ses mythes, de son folklore et de ses rites. La religion Yoruba vénère un panthéon de divinités, mais tous ces dieux sont l'expression d'une unique déité suprême. La structure Efa Orisha, ou panthéon, commence par Olodumare, qui signifie le gouverneur de l'univers. Which is translated as the controller of the universe. Cette entité serait notre être suprême. From that entity we have. Et de cette entité découlent les orishas. Ces êtres divins sont les expressions diverses de l'être suprême et furent chargés de l'assister dans sa création du monde. By the supreme being to create the world. Cette version habituelle du mythe Yoruba de la création révèle une idée sur la relation entre Olodumare et ses divinités inférieures appelées Orisha. Chaque Orisha est une représentation ou manifestation du pouvoir d'Olodumare. Mais aucune n'est Olodumare. Olodumare est le seul être suprême. Les autres divinités jouent un rôle très important. Elles sont plus actives dans les affaires humaines. L'être suprême est en quelque sorte représenté par ces autres divinités qui ont d'ailleurs chacune leur propre temple, leur propre prêtrise, leur propre nombre de tabous, d'objets et d'endroits sacrés. Et elles gouvernent certains aspects du comportement ou de la condition humaine. Ce concept n'existe pas dans les religions occidentales. Olodumare tire ses racines de la mythologie Yoruba. Son pouvoir et sa présence sont manifestés et communiqués à travers les mythes qui personnifient la nature et son évolution. La terre, les rivières, les lagons et les mers sont tous respectés comme des personnes ou des dieux. Quelquefois, Olodumare est décrit comme une personne qui vivait il y a très longtemps. Orisanla, qu'on appelle aussi Obatala, est une manifestation d'Olodumare. Cet Orisha, ou petite divinité, est le créateur, l'architecte des formes humaines. Bien qu'Obatala soit androgène, il est souvent décrit comme un mâle. Il est le faiseur de bébés dans la matrice. Il est aussi le créateur des êtres difformes ou mal formés, et se moquer de ces créatures infortunées revient à se moquer d'Obatala lui-même. On ne sait pas très bien quelle est la relation exacte entre Obatala et les autres orishas. Mais d'après la mythologie Yoruba, il y aurait apparemment une hiérarchie des orishas. Certains tiennent leur origine d'Olodumare lui-même. D'après la première version du mythe de la création, ces orishas demeuraient avec Olodumare dans les cieux. Et ils assistaient Olodumare dans son travail de création. Ces orishas sont des divinités suprêmes. Parmi elles, on trouve Esu, Shango, Ilie et Orunmila.
Orun Mila porte aussi le nom de Babalawo, le père des mystères. Il est envoyé avec Obatala pour guider. Essu, un autre orisha supérieur, est représenté comme le farceur. En fait, le farceur ou tricheur apparaît dans bon nombre de mythologies traditionnelles africaines. Musulmans et chrétiens ont souvent associé Essu à Satan, l'accusateur ou le trompeur. L'association n'est pas vraiment fallacieuse, car Essu provoque et met à l'épreuve. Il possède une grande connaissance des désirs secrets et des destinées des fidèles. Essu détient le pouvoir des décisions, car les décisions sont situées à un croisement, ce qui veut dire que vous devez faire le choix d'une direction à suivre. Et donc Essu est l'orisha qu'un fidèle invoquera s'il a besoin d'aide pour prendre une décision. Essu provoque chez les personnes des querelles et des mauvaises attitudes afin de les former à la vertu. Et de cette manière, il crée un besoin d'ordre moral et de dévotion religieuse. Il est souvent représenté sous une forme humaine, avec des cornes sur la tête et avec une massue ou un couteau près de lui. Quelquefois, il est représenté par un petit homme qui est à la fois suffisant, mais conscient aussi de sa petite stature. Dans certaines traditions, Essu est représenté par un phallus. Dans les mythes Yoruba, il est aussi souvent proche de la calamité et dans un des mythes, il cause le malheur à d'autres orishas supérieurs. Shango, comme Obatala et Essu, est une divinité supérieure. Enfin, Ilie, ou mère, terre, est une autre orisha supérieure. On dit que, à la naissance, on s'en remet à elle, et à la mort, on retourne à sa matrice. Et à chaque repas, les ancêtres, qui habitent en elle, sont glorifiés avec quelques gouttes de boisson versées sur le sol. Ogun, la divinité de la guerre, et le patron des métaux, vit à la lisière de la société. Il est le patron de la chasse et des gardes de la forêt. Ogun est innovateur, conscient de ce qui arrive dans les autres sociétés. Il est en relation avec les esprits des cieux, du bois, des prairies et de la technologie. On dit que quand deux pièces de métaux sont montées ensemble et son nom est appelé, Ogun est là. Pour les Shona du Zimbabwe, les ancêtres sont les intercesseurs entre le Dieu suprême et la communauté des vivants. Les Shona affirment que le Dieu suprême est un être métaphysique qui n'intercède pas directement avec la communauté humaine. Ils estiment que les relations spirituelles entre les dieux et les humains s'accomplissent par l'intermédiaire des ancêtres qui, en tant qu'esprits, peuvent communiquer avec le Dieu élevé. Mais les ancêtres Shona sont aussi des esprits humains qui restent reliés à la société terrestre. Alors que les êtres humains sont conçus par des humains, ils sont presque toujours attachés au monde divin, soit par leur esprit, soit par leur destinée. La dévotion des ancêtres implique une interdépendance, puisque les ancêtres servent de médiateurs entre la vie de la communauté et la vie divine. Les ancêtres participent activement à la fois dans le royaume des morts et dans celui des vivants. Les jogis, pluriel de jok, peuvent être amicaux ou malfaisants dans certains temples. Ces esprits et ces puissances s'impliquent avec d'autres jogis dans les conflits de la société. Certains de ces jogis apportent le malheur, et particulièrement la maladie. Les Asholi
pratiquent des rituels pour les apaiser ou les extirper, quelquefois par de longues et tortueuses épreuves. Le rituel de guérison à Choli implique d'abord la présence d'un guérisseur, un devin, qui diagnostique l'affliction comme ayant pour cause un joc. Assisté des personnes présentes et de la famille, le guérisseur et son ou ses assistants vont chanter des chansons joc. Diverses percussions seront utilisées pour marquer des rythmes différents. Pendant le rituel, quelquefois le joc entre dans le corps du guérisseur, ce qui provoque des convulsions violentes. Si cela se produit, le rituel s'arrête. Le guérisseur devra peut-être faire appel à une personne plus expérimentée, plus âgée et plus forte, afin de continuer le traitement. Les remèdes traditionnels africains sont conçus à partir d'écorces d'arbres, de sève et d'extraits de racines et d'herbes diverses. Mais comme nous avons pu l'observer dans le rituel de guérison à Choli, les traitements pharmaceutiques s'associent à la divination pour redonner vitalité à celui dont la maladie est essentiellement d'origine spirituelle. Les Yoruba, comme les autres ethnies attachées aux religions africaines traditionnelles, perçoivent l'être humain comme un être composé. L'esprit retourne à l'Odumare, la divinité suprême. Quant au corps, il retourne à Ilie, la mère terre. Après une mort, et pendant certaines occasions, les Africains traditionnels vont célébrer l'événement dans une danse rituelle appelée l'Egungun. La célébration Egungun est exclusive. Femmes et enfants ne sont pas autorisés à s'approcher de l'esprit, ce qui sous-entend s'approcher du mort. Le Gélédé est la cérémonie la plus ouverte de toutes les fêtes Yoruba. Le Gélédé rend honneur aux ancêtres féminins. Et femmes et enfants sont des éléments essentiels de leur puissance. Quand les Africains furent amenés en Amérique et réduits en esclavage, il y avait des prêtres et des prêtresses qui exerçaient en secret, qui servaient de docteurs pour certains, mais aussi qui ont permis de garder cette identité et qui projetaient cette force spirituelle et cette énergie grâce auquel beaucoup ont pu survivre malgré les circonstances dramatiques. Avec l'invention des bateaux à voile, qui peuvent mieux utiliser la puissance du vent et l'amélioration des coques et du gréement dès le début du XVe siècle, les marins portugais peuvent naviguer au sud jusqu'au Sénégal, au nord-ouest de l'Afrique, et remonter directement au nord, ce qui ouvre la route entre l'Europe et le sub-Sahara africain. Une deuxième révolution stimule le développement de la traite des esclaves. C'est l'exportation du système de plantation méditerranéen au bassin sud-atlantique. Cela révolutionne l'économie de la production du sucre. Quand les cadres expérimentés des compagnies hollandaises de l'Inde développent leur système jusqu'aux Caraïbes et en Amérique du Nord, cela engendre une explosion de la demande de main-d'œuvre, d'esclaves en particulier. Du fait de l'augmentation de la demande de sucre en Europe, les terres à sucre doivent impérativement s'accroître au-delà des petites productions de la Méditerranée. Le système de plantation, qui à l'origine était un système de capitaux, se développa et devint un système d'investissement de terres, d'industrie de transformation, de travail d'esclaves et un système directorial. Dans la région méditerranéenne, région principalement contrôlée par les musulmans et les chrétiens, les esclaves furent régulièrement amenés et vendus comme une marchandise. La navigation entre le Portugal et l'Afrique de l'Ouest permit l'ouverture du commerce d'esclaves du Sub-Sahara aux premiers capitalistes européens. La pratique de la traite des esclaves était maintenant largement développée. Les Portugais furent les premiers à étendre cette pratique au bassin atlantique et ils furent aussi les premiers à fournir des esclaves à la production sucrière américaine. Les plantations brésiliennes et de l'Atlantique Sud devinrent des modèles de production pour d'autres matières et d'autres marchés. Dans les régions du sud de l'Amérique du Nord, le modèle de système de plantation fut reproduit dans les productions de tabac en Virginie, de riz et d'indigotier en Caroline du Sud, et dans les productions de coton dans les régions situées à l'est du Mississippi. Tout cela nécessitait une main-d'œuvre bon marché pour suivre la consommation et la demande européenne,
et la réponse fut le commerce transatlantique des esclaves. Les premiers esclaves africains furent d'abord exportés de l'Afrique de l'Ouest. Mais bientôt, les Portugais, les Espagnols et surtout les Hollandais naviguèrent jusqu'au centre de l'Afrique. Les religions africaines traditionnelles sont fondamentalement orientées vers les rituels pendant lesquels on va solliciter des faveurs, des avantages ou des directions, des esprits ancestraux. Au XVIe siècle, des éléments de religion africaine traditionnelle ont d'abord été exportés du Sub-Sahara au Brésil, mais ils ne se sont pas développés avant le XIXe siècle. Beaucoup de cultes africains traditionnels se sont implantés. Divers cultes brésiliens donnent au médium spirituel un rôle essentiel et soulignent l'importance de la divination et de la possession d'esprit. La divination est l'art de susciter l'aide du monde spirituel pour assister ceux qui souffrent d'une infortune dans le monde des vivants. C'est un aspect constant de la pratique des médiums, et au Brésil, la divination reste associée aux fonctions identiques qu'elle exerce en Afrique. Les cultes afro-brésiliens, de la même manière que les religions d'Afrique, insistent particulièrement sur les célébrations, telles que les discours et les danses, les rythmes de percussion et les sacrifices. Les cérémonies sont théâtrales, pleines de couleurs et extatiques. Elles invoquent les anciennes puissances et la présence des divinités et des saints. Les Afro-Brésiliens n'ont pas toujours été encouragés à pratiquer ouvertement la religion traditionnelle. Leurs pratiques religieuses ont été à la fois interdites et illicites. Afin d'en être assurés, l'association des orishas et des saints chrétiens leur attribue une certaine légitimité au sein de la population catholique prédominante. Les Afro-Brésiliens ont en fait pris part au fonctionnement gouvernemental, local et national dans tout le Brésil et dans d'autres régions. Les divers cultes afro-brésiliens sont souvent au cœur de débats sur l'authenticité, et la question qui se pose est de savoir si un culte peut sérieusement associer ses pratiques à la tradition africaine d'origine. Parmi les cultes des Caraïbes, qui ont attiré l'attention des historiens de la religion, aucun n'est autant étudié que le vaudou haïtien. Néanmoins, tout indique que le vaudou est très mal compris. Comme dans les cultes brésiliens, ceux qui pratiquent le vaudou descendent de la population de l'Afrique de l'Ouest. Le vaudou est particulièrement associé aux Haïtiens et aux créoles de la Nouvelle-Orléans. Quand les Africains arrivèrent ici, la plupart débarquèrent au port de la Nouvelle-Orléans et à Charleston, en Caroline du Sud. Ceux qui passèrent par ces deux ports venaient directement d'Afrique. Tous les autres venaient des îles. Mais ceux qui arrivaient par la Nouvelle-Orléans ou Charleston venaient directement d'Afrique. Le vaudou est le culte des divinités africaines traditionnelles du peuple Fon. Ce peuple vient du royaume du Dahomey, connu aujourd'hui sous le nom de Bénin. Leur doctrine s'est développée en Haïti et est devenue le vaudou haïtien. Il y a quelques variations des pratiques individuelles du vaudou qui arrivèrent dans le sud des États-Unis par le biais du commerce d'esclaves, dans les ports de la Nouvelle-Orléans et de Virginie. Ils n'ont pas perpétué la religion traditionnelle, mais ils ont gardé le rituel individuel. Ils appliquaient des parties rituelles inhérentes à la religion d'une manière individuelle, mais le culte des divinités, comme il se faisait en Haïti, s'est vite dissipé ici. Dans le vaudou haïtien, l'ensemble de la force dirigeante s'appelle l'Oua, un groupe d'esprits, de manifestations, de puissance spirituelle et de présence. La relation entre le fidèle et le Loa est théâtrale, dramatique et magique, comme dans le culte des ancêtres en Afrique.
la pratique du vaudou a commencé à régresser à l'approche de la fin du XXe siècle. Une des causes du déclin du vaudou est la réduction du nombre des grandes familles de la campagne. Une autre cause est la fragmentation des cultes en petits cultes dirigés par des prêtres mal formés. Enfin, la pauvreté qui a causé un important mouvement des fidèles vaudous vers la vie urbaine. Dans les villes, ces croyants vaudous sont distraits de leur occupation agraire et se désintéressent des demandes des esprits ancestraux. Néanmoins, le culte vaudou reste une doctrine dynamique dans tout le bassin des Caraïbes et dans certaines régions de l'Amérique du Nord. Une autre religion traditionnelle, mais parmi les moins connues des religions afro-caraïbes, s'appelle le Santeria, qui se pratique essentiellement à Cuba et à Porto Rico. Santeria signifie le culte des saints et garde certains éléments de la religion Yoruba. En effet, sa divinité centrale est Olodumare, la divinité suprême du Yoruba. Les orishas, ou divinités inférieures de la tradition Yoruba, sont vénérés par les fidèles des Santeria comme des anges gardiens. Les hispaniques pratiquent des versions variées du Yoruba, qui évolue vers une pratique appelée Santeria. La religion Yoruba s'est trouvée mêlée avec le catholicisme. Certaines divinités de la religion Yoruba furent transformées en saints, comme si la correspondance existait. Et cette analogie leur permit de modifier certains de leurs concepts en une forme plus acceptable. La Santeria et le Yoruba sont donc très étroitement liés. L'auteur Migène González Whippler a observé que chaque fidèle de la Santeria utilise la divination pour connaître l'orisha qui sera son ange gardien. Les Santérians croient à la possession d'esprits quand les Santeros sont possédés ou habités par les orishas ou les saints. Pendant ces possessions, le Santero devient le médium à travers lequel l'orisha ou le saint parle directement aux fidèles. Tout cela implique un système long et complexe d'initiation pour chaque fidèle de Santeria. L'amour des vertus, c'est ce que sur cette terre nous devons rechercher. Pour atteindre et maintenir un véritable esprit d'amour, nous devons faire des sacrifices et nourrir chaque jour notre esprit. Pour obtenir la purification, un bon caractère et une longue vie. Recevez tous les deux Omokukute. Avant de sortir, vous pouvez embrasser la mariée. À Cuba, les propriétaires d'esclaves, catholiques espagnols, associaient le Santeria à une ruse du diable et les dévots étaient sujets à la persécution. Par conséquent, ces pratiques furent longtemps conduites en secret. Comme le vaudou, le Santeria était toujours enveloppé de mystères. Et comme le vaudou, on le considérait comme une croyance exotique et diabolique. Santeria avait cette réputation de suspicion car le sacrifice avait un rôle central dans ces rituels. Et le sacrifice du sang était quelquefois pratiqué quand les enjeux spirituels étaient importants. L'étude de la religion aux États-Unis établit que la religion afro-américaine a une ascendance culturelle liée au protestantisme afro-américain par opposition au catholicisme, à l'islam afro-américain et au culte néo-traditionnel africain. Cette importance du protestantisme afro-américain trouve ses racines dans l'histoire. Les esclaves africains furent en contact avec les protestants colonialistes britanniques. En d'autres termes,